Ah, merci. Attendez, voilà, pas faire de bêtises. Bonsoir à tous. Ah, c'est ma bouteille. Bravo. Il commence bien. Bon alors. Donc oui, ça s'est passé. On a changé de lieu parce qu'il faisait un peu chaud tout à l'heure, et j'ai l'impression qu'ici il y a un peu de l'arsène, bien sûr, mais on sera plus à l'aise pour discuter. Voilà, alors donc, on va parler d'Élisée Reclus avec nos invités, mais tout d'abord, alors il se trouve qu'hier j'ai posé la question à messieurs les organisateurs en demandant, mais est-ce que vous avez raconté qui était Élisée Reclus? Et donc, à ce moment-là, on m'a dit, ah ben non, en croyant que tout le monde, évidemment, connaissait, je l'espère qu'ils connaissent quand même, qui est Élisée Reclus. Alors, je vais retrouver un peu mon ex-travail de journaliste pour, disons, synthétiser un peu qui était Élisée Reclus, qui a eu, vous savez, est né ici à Sainte-Foy-la-Grande, qui était l'un des enfants du pasteur protestant de Sainte-Foy-la-Grande. Il est né en 1830. Et pour en finir vite, il est mort à Bruges, en Belgique, en 1905. Mais on va revenir un peu sur ce qu'il a fait entre-temps. Et il est, Élisée Reclus, entre autres, l'auteur d'un monument qui s'appelle la Géographie universelle, en 19 volumes. Et d'ailleurs, je crois qu'à la bibliothèque, à la médiathèque, pardon, il ne faut plus que je dise bibliothèque, ça fait vieux, il faut dire médiathèque. À la médiathèque de Sainte-Foy-la-Grande, il y a bien sûr des volumes de cette géographie universelle. Alors, en dehors de cela, il a écrit aussi beaucoup d'autres choses, et il a été... entre autres, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vivement, c'est l'histoire d'un ruisseau qu'il a écrit en 1869, l'histoire d'une montagne, 1880, et puis l'évolution, la révolution et l'idéal anarchique en 1897, et un autre monument, L'homme et la terre, en 5 volumes. Et ce n'était pas des petits fascicules, hein. C'était les volumes de l'époque, la librairie Hachette déjà, et qui sera, disons, publié de manière posthume, et il va donner aussi une introduction au dictionnaire des communes de France en 1864, et pourtant il n'a pas eu beaucoup de chance avec la France, le moins qu'on puisse dire, parce que s'il est mort à l'étranger, en Belgique, en 1905, c'est qu'il a été obligé, bon, de par son métier de géographe, de voyager beaucoup, mais aussi et surtout parce qu'il a subi quelques bannissements, entre autres après la Commune, à laquelle il a participé activement, la Commune de Paris, et donc il est obligé de partir, et il avait déjà été obligé de partir tout à fait au début de sa carrière, parce que moi, en fait, le volume, pas le volume parce qu'il n'est pas très gros, mais disons le livre d'Élisée Reclus qui m'a vraiment marqué et qui m'a incité peut-être en partie à faire le métier que j'ai pu faire dans la vie, c'est son fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. Et c'est un petit livre où il raconte disons, son voyage maritime en 1852. 1852, si vous remontez dans l'histoire de France, eh bien c'est après le coup d'État du 2 décembre 1851 de M. Louis-Napoléon Bonaparte, qui d'ailleurs en 1852 se fera couronner empereur, comme Bokassa. Et donc, M. Élisée Reclus, lui, n'oubliez pas, 52, il a 22 ans, et il s'engage, il part d'abord en Angleterre, comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs à ce moment-là. Je vous rappelle que plusieurs écrivains ont eu à subir
des départs dans des pays différents, entre autres M. Victor Hugo qui ira lui en Belgique tout d'abord, et puis ensuite sera dans les îles anglo-saxonnes et dans les Jersey, Guernsey, etc. Et pas pour ouvrir des comptes en banque, comme certains aujourd'hui, mais donc Élisée Reclus, lui, s'en va, il a 22 ans. Il va à Liverpool, en Angleterre, et là, il réussit à se faire engager sur un bateau, un voilier, un paquebot de l'époque, un paquebot à voile, évidemment, qui s'appelait le John Howell, si mes souvenirs sont exacts. Et il se fait embarquer, comme il n'a pas les moyens vraiment de payer une telle traversée, qui prenait une quarantaine de jours à l'époque, il faut quand même le rappeler, avec à la voile. Il se fait engager comme aide cuisinier sur ce bateau. Et il va raconter ce voyage dans ce petit livre, fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans, et qui sera d'ailleurs publié par un peu plus tard, parce qu'entre-temps il va se promener, on va en parler d'ailleurs tous les deux, et je disais que c'était peut-être un peu à l'origine de ce que j'ai voulu faire dans ma vie et voyager, parce que si vous demandez à la plupart des journalistes de ma génération qu'est-ce qui les a poussés à devenir journalistes, tous vont dire « Ah ben c'est Tintin ». Quand j'étais petit, je lisais Tintin. Et c'est vrai, moi je lisais Tintin aussi, mais c'était pas vraiment Tintin. Moi je voulais vraiment faire le métier. Tintin, il fait pas le métier, il a jamais écrit une ligne. Vous le voyez jamais dans une salle de rédaction, vous le voyez jamais faire un reportage. À la rigueur, je préfère le capitaine Haddock, qui est quand même plus iconoclaste, Bachibouzouk. Et donc, c'est vrai que les voyages, comme Élisée Reclus, c'est ça que je voulais faire. Et quand vous lisez, entre autres, fragments d'un voyage à la Nouvelle-Orléans, vous avez l'impression de lire un reportage. C'est paru en 1855, je parle sous contrôle. 1860, mais enfin, il a été reçu par les éditions Hachette. C'était une revue, la revue des Deux Mondes. Et donc, il raconte tout son voyage maritime des Antilles à la Louisiane. À l'époque, on avait encore beaucoup d'intérêt à aller, surtout en Louisiane. Il faut rappeler aussi que nous sommes à peu près une cinquantaine d'années après la vente par Napoléon, par Napoléon Ier, par la France aux États-Unis, et il voyage. Alors, il passe à travers les Antilles, les côtes d'Haïti, la Jamaïque, Grande Cayman. Il raconte tout ça. Il raconte également les tempêtes. C'est vraiment, c'est pas du tout un livre scientifique. Ça devient un peu parce que il applique ce qu'il voulait vraiment faire, c'est-à-dire de la géographie universelle et de la géographie politique, de la géographie humaine. Moi, c'est le terme géographie humaine qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire, il ne voulait pas se limiter aux frontières, d'écrire comme le faisaient les géographes de l'époque. Il ne voulait pas se limiter à décrire simplement, ben voilà, il y a la rivière machin, il y a le mont truc chouette qui atteint telle hauteur. Et donc, il va traverser tout le golfe du Mexique, avec une tempête épouvantable d'ailleurs. Il voyage sur le pont la plupart du temps, et il raconte comment le timonier à un moment doit être attaché à la barre pour tenir le coup, parce qu'il y a de telles vagues, un tel vent. Il décrit le navire, l'équipage, les climats, le ciel, le soleil, la pluie, les étoiles, les rêves. C'est un vrai, c'est presque un roman, mais lui, c'est un récit vivant. Et donc, il va comme ça arriver, il parle des animaux, il parle des poissons qu'il rencontre, ils sont quand même assez nouveaux pour un Européen comme lui. Et puis, il arrive enfin, après avoir traversé le golfe du Mexique, il arrive enfin en Louisiane. Et là, il va décrire vraiment la ville de la Nouvelle-Orléans, il va décrire les gens qui habitent là-bas, et il va s'intéresser aussi bien à l'architecture de la ville
que ses habitants et ses incendies fréquents à l'époque, parce que la ville était en bois. Et puis, entre autres, il va décrire le marché aux esclaves, puisqu'à l'époque, en Louisiane, il y avait encore la traite d'ébène. Et donc là, il va comparer, bien sûr, l'Europe, nos traditions, nos habitudes, avec celles des Américains. Et il va terminer, moi je trouve, par une phrase très belle. Il va dire « Pour les hommes de cœur, si rares en Amérique comme dans tous les pays du monde, il n'est d'autre patrie que la liberté. » C'est la dernière phrase de ce fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. Donc, justement, à propos de ce voyage, un fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans, j'ai alors le livre de Ronald Craig, j'ai également le livre lui-même, le petit livre qui existe, puisque ça a été réédité dernièrement aux éditions du Sextant. Et donc, là, il y a quand même, vous donner le fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans à la fin de cet ouvrage, qui est très illustré en plus sur la vie à l'époque à la Nouvelle-Orléans. Et puis ensuite, nous parlerons d'un autre pays qui a eu l'honneur de la visite d'Élisée Reclus, c'est la Colombie. En quittant la Nouvelle-Orléans, il ne voulait pas rentrer en France. Napoléon III était toujours au pouvoir, et il s'est mis dans la tête de partir en Colombie, où paraît-il il y avait des affaires formidables à faire. On s'aperçoit que, aussi bizarre que ça puisse paraître quand on connaît Élisée Reclus, il a acheté des terres en Colombie, mais nous y reviendrons tout à l'heure, avec, voilà, justement, c'est une chose très importante, Élisée Reclus et sa vision des Amériques, par Ernesto Machler Tobar, et j'aime bien surtout ce qui est au-dessus, un non confisqué. Parce que c'est vrai qu'il trouvait que les Américains du Nord, les Yankees, avaient confisqué le nom, c'est nous, l'Amérique. Et que c'était déjà le début de l'impérialisme américain, si je puis dire. Et en fait, l'Amérique, il y avait l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et du coup, on ne parlait plus d'Amérique du Sud, centrale, et là, il a parlé de l'Amérique latine, où il a bien aimé vivre. Alors, on va d'abord partir en Louisiane, avec vous, Ronald Craig. Vous êtes universitaire, né en Égypte, mais franco-britannique, et vous intéressant à la culture américaine, et vous avez d'ailleurs enseigné la civilisation américaine, et je veux dire, ce Reclus vous a occupé non seulement en tant que voyageur, mais également en tant que, disons, anarchiste aux États-Unis, puisque vous avez même publié un livre en 1984 consacré à l'affaire Sacco et Vanzetti, Here's to You, Nicolas Enbart, peut-être vous vous rappelez la chanson de John Baez, et vous avez vous animez un site web, pour pas que je me trompe, parce que qui s'appelle Recherche sur l'anarchie. Mais pour revenir à Élisée Reclus, il y a une chose moi, qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous dites, c'est que vous annoncez, enfin c'est Élisée Reclus qui l'annonçait à son époque, donc 1852, 1855, tout, vous annoncez, il annonçait qu'il parlait déjà de la prochaine hispanisation du Nord, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement, puisque aujourd'hui, certains États des États-Unis sont devenus à majorité latino. Et par exemple la Californie, où il y a plus d'originaires d'Amérique centrale que d'autres. Donc pourquoi, d'après vous, Élisée Reclus, qui a eu pourtant des félicitations du gouvernement américain pour ce qu'il a pu écrire sur les États-Unis, était déjà en train de douter un peu
des États-Unis. D'abord, je vous remercie beaucoup et je remercie les personnes qui m'ont invité. Je remercie également vous tous qui êtes présents. Et je vous présente des excuses parce que c'est à commencer en retard, c'est à cause de moi, je viens seulement d'arriver. Je dois dire tout d'abord qu'en géographie, j'étais nul, mais nul de chez nul, n'est-ce pas? Et que j'ai découvert la géographie par le même voyage d'Élisée Reclus vers les États-Unis, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que je le mets à la fin de mon livre. Et comme tous les livres que j'écris, il faut commencer par la fin. Les livres que j'écris, on n'est jamais obligé de les lire du commencement jusqu'à la fin. On peut les lire n'importe où. Il y a toujours des choses intéressantes, peut-être, j'espère. L'histoire d'Élisée Reclus pour les États-Unis, ça commence ici, à Sainte-Foy-la-Grande, parce qu'il se passe la chose suivante. Le coup d'État de Napoléon provoque une grande...